allons commencer par une histoire il y a 30 ans. La mienne, en tout cas celle de ma rencontre avec François, c'est il y a à peu près 40 ans. Dans ce building d'ailleurs, typique de la fin des années 1970, puisque c'est là, effectivement, que j'ai rencontré François dans le cadre, en fait, d'un très beau séminaire, le séminaire de théorie du droit, qui était offert aux étudiants à l'époque de Douzel-Candy. C'était la découverte pour moi, c'était la découverte pour plein d'autres générations d'étudiants après. C'était, je pense, après la première année, un peu difficile, le moment d'ouverture vers la richesse du droit dans ses différentes composantes. Il y avait la dimension, bien entendu, théorique, et puis il y avait la possibilité de faire des travaux pratiques. Je ne me rappelle plus exactement, je sais que j'ai travaillé sur Kelsen, et que, bien entendu, j'ai eu affaire à la norme fondamentale, vous connaissez ça certainement encore. Le travail faisait appel à plein de philosophes. Il y avait Legendre, Drahi, j'ai un peu oublié. Et j'avoue que depuis, j'ai suivi d'autres voies, suivant d'ailleurs un tout petit peu François, puisque François avait fait une licence spéciale en droit économique, et que finalement, la vie m'a amené à faire un peu plus de droit économique aussi, plus spécialement dans le domaine des droits intellectuels, une branche du droit économique. Alors, apparemment, hier ça ne marchait pas. Il est en veille. Bon. Alors, on va le réveiller. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à vous dire par le biais des images. Il s'agit de partager des mots. Bref, je ne suis pas resté en théorie du droit. Et je me suis intéressé à un sujet qui a aussi intéressé François, les rapports entre propriété et commun. Et je pense que c'est une ligne essentielle aussi, même si elle n'est peut-être pas connue par tous ici, de sa pensée. Avec le caractère indissociable, d'ailleurs, je pense, de la propriété et de son envers, le commun. Éternel problème de la technique. Ça arrive peut-être un peu plus souvent à Saint-Louis qu'ailleurs, mais bon. Tout n'est pas parfait à Saint-Louis. Alors, François a montré la centralité de la propriété, je pense, dans notre organisation sociale. Et finalement, je pense qu'il ne renierait pas la formule de Portalis, selon laquelle la propriété, c'est l'âme universelle de la législation, ou la base de toutes les institutions. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait un autre François, un autre grand François. Il fallait s'appeler François, en fait, de la théorie du droit à l'époque. François Rigaud. François Rigaud, il y en a eu d'autres prénoms, bien entendu, depuis. François Rigaud, qui, je pense, lui aussi, considérait que la propriété, en tout cas, il l'a écrit, que la propriété est la vraie constitution de notre ordre juridique. Donc, en faisant de la propriété intellectuelle, je pense que j'ai pu m'intéresser à quelque chose qui était quand même constitutif du droit. Alors, dans la présentation, peut-être que des choses vont apparaître, en tout cas dans ma contribution, j'analyse les rapports complexes entre propriété et commun à propos de la nature, de la culture et de la langue. Pourquoi? Parce qu'il y a des ouvrages de François, on a déjà cité La nature hors la loi, qui est un ouvrage de 2005. Bien entendu, là, il aborde la question de la propriété et des communs par rapport à la nature. Il y a un deuxième ouvrage qui est vraiment centré sur cette question-là également, c'est son Furtière, 2008. Et là, je pense qu'il y en a moins qui le connaissent ici. Là, effectivement, c'est la question de l'appropriation de la langue qui est au cœur. Bon, je vais parler de ça. Je parlerai aussi un tout petit peu de l'appropriation de la culture, puisque la propriété intellectuelle a sans doute des choses à dire. À travers ces ouvrages, je pense que François a montré aussi une ligne qui n'est peut-être pas tout à fait centrale ou tout à fait évidente dans sa pensée, mais c'est une réflexion sur les limites du capitalisme. Et je pense que c'est un peu de traverse qu'il l'a fait, ce n'est pas le sujet direct
ses ouvrages, mais c'est clair que c'est un axe de déploiement de sa pensée. Et je pense que les réflexions qui aujourd'hui sont reprises par Antoine Bayeux autour de la problématique de la transition s'inscrivent dans cette filiation. Alors, la nature hors la loi, c'est l'histoire de l'appropriation de la nature. On l'a vu à l'œuvre et ici sur scène. Alors, c'est une grande histoire que François rappelle en montrant les différences entre la propriété et circulation. Il fallait que les biens circulent, bien entendu. C'est le modèle mobile du marché où les richesses se font et se défont par les échanges. Merci. Il a aussi abordé la question de la propriété de transformation qui génère des nouvelles richesses. C'est aussi à cette époque du capitalisme naissant, tous ces nouveaux droits sur les produits de l'intelligence humaine. Mais il marque effectivement surtout son intérêt pour le modèle de la propriété-conservation, qui était en partie consacré dans le droit foncier du Moyen-Âge. Intérêt qui rejoint son intérêt pour la langue et sa passion pour les mots. À relire certains passages de la nature hors la loi, on sent que François prend un plaisir à citer toutes ces institutions et pratiques du droit foncier de l'Ancien Régime, aux noms parfois étranges. Ainsi, dit-il, dans les forêts communales, on rappelle aux habitants qu'ils ne peuvent essarter, défricher ou autrement innover la nature. Étonnant, innover la nature, ou qu'ils doivent les conserver en nature de bois et en user comme bons pères de famille, sans excès ni abus. On leur interdit à ces habitants certaines formes d'exploitation, comme la mise à banc ou l'embannissement des garennes et autres futaies. Et là, on peut peut-être songer aussi à François dans sa retraite, au milieu des bois à Mont. Certains disaient que malgré sa production particulièrement riche, le bois de son bureau n'en a pas souffert et finalement se porte encore bien. J'imagine donc que là aussi, en bon père de famille, il n'a pas commis d'excès et abus. Alors on pourrait reparler de toute cette période qui évoque aussi un autre souvenir. Je crois qu'en fin de journée et de conférence, on peut partager des souvenirs, mais mon premier travail dans cette maison, c'était pour le cours de sources et principes du droit. C'était Michel Van de Kerkhove à l'époque qu'il donnait. Et j'avais choisi le thème des clauses d'inaliénabilité. Ça avait intéressé Michel. Voilà, c'est comme ça que les choses parfois démarrent, certaines rencontres, sur un thème finalement que j'ai gardé. Alors, la propriété, c'est un objet très complexe qui n'est jamais bien identifié. Et je pense qu'on est tous dans le faux, nous, juristes, qui avons eu des cours d'introduction au Code civil fondés sur l'article 544. On n'a rien compris, je pense, si on pense que la propriété, c'est l'article 544 du Code civil. D'abord parce qu'on nous apprend que c'est un droit sur des choses, mais en fait, on oublie que, bien entendu, l'essentiel, c'est la relation interpersonnelle. Et ça, on n'en parle pas beaucoup quand on présente les fondements du droit des biens. Alors on pourrait discuter de la comparaison entre cette notion de propriété très étroite, qui malheureusement nous retient trop, nous, juristes, civilistes en tout cas, parler déjà de la notion de property right en droit anglo-saxon. Mais alors on peut aussi s'intéresser, par exemple, à ce que Elinor Ostrom, qui est bien entendu un chapitre essentiel lorsqu'on s'intéresse au commun, le prix Nobel d'économie, qui a passé une bonne partie de sa vie à étudier les communs, mais essentiellement les communs naturels. Elle caractérise, en fait, elle s'intéresse à la notion de faisceau de droit, bundles of property rights. Et quand on voit la notion que vous avez là, qu'elle propose, on ne le voit peut-être pas, c'est une notion très, très large qui va bien entendu bien au-delà de la conception que nous avons de la propriété, article 544. Notamment parce que vous voyez qu'elle inclut aussi une notion de property right de facto. Et ces formes de property right, ce sont en fait des dispositifs et des pratiques
de coopération entre les usagers des ressources, de façon à éviter l'épuisement de celles-ci. Et donc finalement, je pense que si on pense à la question de la propriété, qui est une question centrale, on doit abandonner un peu ce qu'on a appris, et peut-être que le triangle là aide à comprendre la complexité et peut-être le caractère indépassable aussi de la propriété. Je m'explique, soit dit en passant, beaucoup d'entre vous ont déjà rencontré les 3 cercles séquents de la validité de François Host. Bon, je suis plus simple avec un simple triangle, mais je ne me suis pas aventuré dans les cercles séquents, ce serait au-delà sans doute de mes forces. Et donc, je pense que l'appropriation, mais aussi son inverse, bien entendu, ce que François appelle la dépropriation dans ses derniers écrits, je crois qu'il a utilisé aussi le terme de transpropriation, qui est l'inverse, c'est un processus, mais ce n'est pas un processus qui fonctionne uniquement sur les droits de propriété, bien entendu, et qu'on doit tenir compte aussi des dispositifs contractuels. Les contrats sont une façon de s'approprier les ressources. Il s'agit de ressources naturelles, de ressources culturelles, voire même de ressources linguistiques. Et bien entendu, tous les dispositifs technico-pratiques, et ceux-là sont étudiés justement par des économistes comme Elinor Ostrom, et je pense que toute une réflexion sur la propriété doit se faire à la lumière de ce triangle qui nécessairement nous oblige, à nous juristes en tout cas, à aller au-delà du droit. Les contrats, on n'en parle peut-être pas assez. On n'en parle peut-être pas assez, mais en fait les contrats jouent un rôle dans l'appropriation ou dans la dépropriation. Si vous prenez l'exemple des licences dans le domaine, par exemple, des logiciels dits libres, bien, on se rend compte que c'est grâce à la force du droit, et à la fois du droit de propriété et du droit des contrats, que l'on oblige à la liberté du code ou à la liberté de certains contenus. Et donc il y a un usage des instruments juridiques qui, a priori, ne favorise pas la liberté, mais on peut les utiliser à contre-emploi. Et le droit d'auteur, dans ces licences Creative Commons, est utilisé à contre-emploi. Parce qu'effectivement, il n'est pas utilisé pour avoir all rights reserved, mais plutôt pour avoir some rights reserved. Alors, je passe à la dernière partie, la partie peut-être un peu plus amusante, qui est basée sur le livre Furetière et l'appropriation de la langue. La bataille des dictionnaires, qui a eu lieu entre 1685 et 1690, et qui a opposé Furetière à l'Académie française, a manifestement fort intéressé François. En tout cas, il y a consacré cet ouvrage. De quoi s'agit-il? À cette époque, Furetière est expulsé de l'Académie pour avoir publié un dictionnaire universel qui risquait de porter atteinte aux privilèges qui avaient été accordés par le roi à l'Académie française. Donc c'est une belle querelle contre l'appropriation de la langue par l'Académie. Voilà le texte de ce privilège du roi que reprend François. Et effectivement, si vous lisez la façon dont ce privilège, c'est déjà une forme de propriété, c'est pas la propriété évidemment du code civil, mais c'est quand même une forme de property right. Et évidemment, c'est extrêmement excessif, puisque c'est effectivement interdire à tout le monde de publier un nouveau dictionnaire de la langue française. Ici, on a un privilège au profit d'une partie, l'Académie, selon les termes du privilège qui sont limités dans le temps, mais c'est quand même 20 ans, et c'est le vouloir du souverain qui en décide. Avec le renversement à la Révolution française, la loi remplace le système des privilèges, et au moins on a un droit de propriété général qui profite à tous les auteurs sans considération du titulaire et pour une durée qui est une durée égale. Mais ça, c'est un bel exemple de droit de propriété tout à fait exorbitant, garanti par
l'autorité publique. Il y a de belles formules de Furetière, j'en lis une quand même, qui est reprise par François. Le privilège, écrit Furetière, est comparable au monopole d'un marchand qui seul voudrait acheter tous les grains d'une province ou qui ôterait au peuple la liberté de puiser de l'eau dans les rivières. Passons à une autre affaire, beaucoup plus récente, 2015-2017. À propos de quoi? Est-ce que ceci évoque quelque chose pour vous? Eh bien, c'est une langue. C'est la langue Klingon. Ceci, c'est la partie la plus légère de mon exposé. Vous connaissez la langue Klingon? Est-ce que vous êtes féru de Star Trek? Parce qu'il y a un rapport. Alors, l'affaire oppose donc Paramount, qui est le producteur de la célèbre série Star Trek, à une petite société, Axana Productions, qui a d'ailleurs fait du crowdfunding. Le crowdfunding, c'est aussi collaboratif, c'est le commun financier, qui est parvenu à obtenir plus de 638 000 $. Bref, de quoi monter une suite à la célèbre série télévisée Star Trek. C'était l'intention d'Axana, action en contrefaçon du droit d'auteur introduite par Paramount, qui invoque un droit d'auteur sur 50 éléments, les personnages, les thèmes, l'intrigue, le dialogue, les scènes, mais la citation en justice mentionne également la langue Klingon, qui est une langue artificielle, bien entendu, ce n'est pas une langue commune, mais c'est une langue qui est pratiquée par les acteurs dans la série, avec des sons gutturaux, et c'est une langue qui est quand même assez construite, vous le voyez, puisqu'il y a des caractères codifiés qui correspondent à l'alphabet romain, au chiffre arabe. Alors, l'action en justice va susciter la réaction. La réaction, en fait, sous la forme d'une lettre des amis du tribunal, le Mucus Brief, de la Language Creation Society, qui regroupe des linguistes. Et c'est intéressant de voir comment d'ailleurs les avocats ont même utilisé la langue Klingon dans leur amicus brief, un tour de force, avec des traductions bien entendu pour le tribunal quand même. Alors, pour cette LCS, donc Language Creation Society, une langue par définition se partage, elle peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur. Mais Paramount réplique qu'une langue existe seulement si elle peut être utilisée pour communiquer avec des gens. Or, dit Paramount, il n'y a personne qui s'exprime et qui parle en Klingon. Et c'est là que Paramount s'est sans doute trompé, puisque LCS vient avec davantage d'informations. On découvre par exemple que Paramount a fait appel à un professeur qui a écrit les dialogues du film Star Trek 3 et qui, au-delà, a développé cette langue et a publié un dictionnaire lui-même, l'Official Klingon Dictionary, qui sera vendu à plus de 250 000 exemplaires, permettant aux fans de la série de suivre les dialogues en Klingon et d'eux-mêmes apprendre la langue. Et au fur et à mesure, la langue en fait a commencé à vivre d'elle-même. Elle a échappé aussi à son créateur, le professeur Okrant, et au cessionnaire des droits, puisqu'il avait dû céder ses droits à Paramount. Des créateurs ont composé des chansons en Klingon. Et il paraît aussi que des mariages ont été célébrés en Klingon. C'est la preuve, en tout cas, qu'on a affaire à une langue qui vit, qui se partage, et qui, effectivement, ne peut pas être appropriée. Est-ce que le régime de propriété peut répondre à ce genre de revendications? Mais oui. En fait, il suffit de revenir à des dichotomies. Et en matière de droit d'auteur, il y a la summa divisio entre les idées qui ne sont pas protégées et la forme d'expression qui peut être protégée. Alors, effectivement, c'est déjà de la métaphysique. Et on voit que le droit intègre de la métaphysique parce que ça oblige les juges à chaque fois dire « Ah, ceci, ça relève des idées » ou « ça relève de la forme d'expression ». Et en fait, effectivement, la revendication de Klingon, mais la revendication, ou plutôt le privilège qui a été accordé à l'Académie française, consiste effectivement à revendiquer une propriété sur des expressions, sur des réflexions, ou sur un processus de communication
autant d'éléments qui sont considérés par le régime propriétaire en droit d'auteur comme des éléments exclus du champ de protection. Tout ça pour dire qu'il y a des ressources dans le système de la propriété, on pourrait multiplier les exemples, pour forcer la liberté. Parfois, d'ailleurs, il est nécessaire d'avoir des exceptions dans les régimes de propriété pour empêcher que, par contrat, on s'approprie certains biens qui doivent rester communs. Voilà, j'en ai à peu près terminé. Alors, l'avenir, omnia sunt communia, peut-être. J'avais déjà utilisé la référence à Thomas Münzer, qui est un pasteur du XVe siècle, qui, je pense, a animé une révolte des paysans en Allemagne. Et apparemment, au moment où il était sous la torture, il aurait prononcé ces mots, omnia sunt communia, tous les biens doivent rester libres d'accès et communs. Aujourd'hui, le thème des communs, bien entendu, est un thème qui revient à la mode, et parfois sous des termes relativement revendicatifs, avec des ouvrages tels que celui-ci, qui sont des ouvrages qui s'attaquent effectivement au principe du capitalisme et plaident pour la transition vers un autre régime. Vous pourrez multiplier les images. Je pense que l'avenir, c'est peut-être quand même en partie le retour du même, malheureusement, peut-être, c'est que, et je l'exprime ici en modifiant juste une lettre de la formule de Münzer, qui montre, je pense, une sorte de duplicité du droit, qui favorise peut-être potentiellement les communs, mais dans le moule de la propriété. Sauf que les potentialités de libération de ce moule juridique ne sont pas suffisamment exploitées, bien entendu. Et là, il y a un problème. Alors, si on est sur le thème omnia sunt communia, je termine par cette image, parce que cette image, je pense qu'elle peut évoquer des choses pour François. Vous savez qu'il adore la voile, donc bon vent à François pour la suite. Merci Alain, merci à tous. Alors on est toujours très en plein sur notre programme. Il me semble en tout cas, donc on va devoir s'astreindre à un débat relativement court, hélas. Il me semble que